Bonsoir à tous. Yann Moix fait de la télé, Welbeck du cinéma. Chez nous, Gunzik fait du cinéma et de la radio. Ils sont plusieurs à donner aussi leur avis dans nos canards. Les écrivains d'aujourd'hui seraient-ils trop à l'étroit au milieu des pages de leurs romans? Eh bien, on va en parler avec Vincent Engel. Il est l'invité de LCR ce soir. Et bonsoir Vincent Engel. Bonsoir. Bienvenue chez nous pour un nouveau roman pour adolescents. On va en parler. Avant ça, je parlais des écrivains qu'on retrouve un petit peu partout. De plus en plus, j'ai l'impression, peut-être que ça existait avant d'ailleurs, les écrivains qui participaient aux journaux. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour vers les médias, notamment Internet. Et vous en faites partie d'ailleurs. Oui, je pense qu'on a tous un glorieux ancêtre qui nous a montré la voie. C'est Émile Zola avec son J'accuse dans l'affaire Dreyfus, qui lance d'ailleurs ce qu'on a appelé ce que Clémenceau a appelé les intellectuels, et le mot est resté après, c'est-à-dire des artistes ou des penseurs qui s'impliquent au-delà du champ de leur propre pratique. Mais il y a un retour aujourd'hui avec, j'ai l'impression, les nouveaux médias, la télévision. C'est vrai que les lieux d'expression se sont multipliés, qu'on peut maintenant plus ou moins facilement s'exprimer. Ce qui ne veut pas dire pour autant on est toujours entendu, mais en tout cas on a la possibilité de publier des textes ou de faire des interventions sur des sujets généraux. Et il y a aussi de la part des médias, je pense, une recherche de points de vue différents. C'est vrai que une autre voix, puisque la voix du politique est discréditée, qu'on entend suffisamment à tort, je pense d'ailleurs, l'opinion publique dire oui mais les politiques disent tous la même chose. C'est vrai que le phénomène de ce qu'on appelle la langue de bois ou de l'électoralisme sévit, et donc on a besoin, les gens ont envie, les gens ont besoin d'avoir des points de vue différents, voire divergents sur certains problèmes. De surcroît, comme vous savez, on entend beaucoup dire que les grands groupes de médias sont contrôlés par des grands groupes financiers, qu'il y a donc des sujets tabous. Les écrivains ou les artistes en général peuvent attirer l'attention sur des problèmes dont on ne parle pas dans les médias. Vous dites qu'on se méfie des journalistes alors? On ne se méfie pas des journalistes, mais il y a des sujets dont le meilleur exemple, c'est Alain Mabanckou ces dernières semaines. Il a été un des seuls à attirer l'attention sur ce qui était en train de se passer avec le référendum en République du Congo. Très peu de médias en ont parlé, même les résultats du référendum, c'était des entrefilets dans certains journaux. Donc vous voulez dire même les médias chez nous, pas spécialement les médias dans les pays où les médias sont en difficulté. Exactement. Et là, Alain Mabanckou a profité évidemment de la couverture médiatique dont il jouissait, vu qu'il était dans la présélection du prix Goncourt. C'est un écrivain qui a un beau succès, mais il s'est pas dit moi je veux juste faire la promo de mon bouquin. Il dit non, là je vais profiter de cette tribune-là pour attirer l'attention sur ce problème-là. C'est ce que vous faites sur d'autres problèmes qui vous intéressent, notamment dans le journal Le Soir. Qu'est-ce que l'écrivain que vous êtes, le romancier, on se souvient de Retour à Monte Chiaro, c'est extrêmement, c'est un roman avec un grand R si je puis dire. Qu'est-ce que le romancier peut apporter comme regard à l'actualité? Je ne sais pas ce que le romancier en général peut apporter. Je crois qu'il y a autant de romanciers, il y a autant de sensibilité qu'il y a de romanciers. Voilà, moi la politique m'a toujours intéressé, l'histoire m'a toujours intéressé. Dans vos romans, ceci dit. Et exactement, il y a toujours un arrière-fond politique dans mes romans qui est très présent. Je donne cours. En fait, moi je fais une chose. J'essaye de faire réfléchir les gens en leur racontant des histoires, que ce soit par des romans, que ce soit par des cours, que ce soit par des chroniques. Et pour moi, c'est un vrai privilège d'avoir accès à cette tribune-là. C'est une vraie responsabilité aussi. C'est du boulot, mais pour moi, c'est important. Il faut se faire entendre par le plus grand nombre de canaux possibles. Qu'est-ce que la culture générale, la culture universelle, j'allais dire, peut apporter comme regard aujourd'hui? Vous évoquez par exemple dans un billet récent Isocrate pour parler du cynisme de nos dirigeants aujourd'hui et en particulier en Israël. Qu'est-ce que le regard d'un grec du temps d'Isocrate, d'Isocrate lui-même, peut nous apporter aujourd'hui? Je pense que la culture nous apporte deux choses. Elle nous apporte la distance. La distance par rapport à l'événement, c'est très important. Camus disait, l'art, c'est la distance que le temps donne à la souffrance. Donc il y a ce recul que la culture nous offre. Ce qu'on n'a plus dans ce flux d'actualité. Exactement. On est dans l'immédiateté. Le réel, c'est l'immédiat. Mais donc justement, si on veut médiatiser, il faut prendre
du recul. Il faut prendre un petit peu de distance. Ça peut être parce qu'on va, sur un sujet d'actualité, ressortir un vieux grec dont on se dit, mais qu'est-ce qui... Eh bien oui, ça peut être très intéressant d'avoir le regard parce que l'humanité n'a pas tellement changé fondamentalement. Et puis ça peut être aussi la distance d'un autre mode d'expression, le roman, la fiction, le théâtre, le cinéma. On dit toujours, quand un film sort, c'est extraordinaire comme c'est en phase avec l'actualité. On oublie qu'un film, il faut 2, 3, 4, 5 ans avant que le film ne sorte. Donc ça veut dire qu'il y a chez le réalisateur, chez les gens qui ont fait ce film-là, une préscience des problèmes qui seront d'actualité au moment où le film sortira. Et finalement, on se rend compte que des actualités qui avaient eu lieu, je sais pas, par exemple, vous parlez de Georges Sorel aussi dans un autre biais par rapport donc le syndicaliste Georges Sorel par rapport à la violence du libéralisme, hein, si je ne m'abuse, qui a un peu la main mise sur la démocratie. On se rend compte que c'était au début du siècle précédent, rien n'a beaucoup changé. Rien n'a beaucoup changé. Les tendances fortes par contre, se sont radicalisées. Et donc, c'est-à-dire que toutes les questions qu'on se posait, on est dans un flux qui a commencé à la fin du 18e. Et c'est la même histoire qui se poursuit, avec les mêmes tensions sociologiques, économiques et politiques, mais de manière sans doute plus forte, plus violente et encore plus dichotomique aujourd'hui. Le fascisme, un certain fascisme, peut-être une autre forme de fascisme, enfin voilà, le fascisme, c'est le fascisme qui revient, on l'a vu aux frontières de l'Europe récemment. Bien sûr. On parle beaucoup de Marine Le Pen en France, il y a des élections qui vont peut-être précipiter tout ça. Vous en parlez du fascisme, notamment à travers l'Italie, que vous suivez souvent dans vos romans. Là aussi, vous sentez que les choses reviennent finalement? Oui, certainement. Le fascisme n'a jamais disparu. D'une certaine manière, si en caricaturant un peu les choses, on pourrait dire que le nazisme a été une catastrophe pour le fascisme parce que ça a montré ce que le fascisme était quand on le poussait au bout de sa logique. Et donc, à cause, entre guillemets, du nazisme, le fascisme a été mis en sourdine pendant une cinquantaine d'années. Mais ça revient. Pourquoi? Parce que le fascisme est une philosophie, une politique complète qui est extrêmement séduisante parce qu'elle offre aux gens deux choses. D'abord, le confort de l'irresponsabilité. Vous n'avez rien à choisir, tout est décidé pour vous, ce qui est de manière un peu absurde mais néanmoins assez réel, très confortable, d'être pris en main complètement. Et c'est un socialisme national. Hein. Le nazisme, c'est le national-socialisme. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la prise en compte du peuple, de ses besoins. On dit toujours les premières autoroutes ont été construites par Hitler et Mussolini. Mais en même temps, c'est un nationalisme. Et comme disait Romain Gary, le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Et on ne risque pas d'en sortir de sitôt. On s'y enfonce avec ce qu'on nous annonce. Avec volupté pour certains. Ouais. Allez, on va plonger un petit peu dans le roman pour adolescents que vous sortez. Je dis exprès roman pour adolescents. C'est la première fois que vous écrivez pour les adolescents et dans la forêt. Pas tout à fait, mais donc j'avais eu deux. Non, c'était pour des enfants, des romans que j'avais fait avec eux d'ailleurs. J'avais coécrit avec une classe de 4e primaire. Ici, c'était un projet de BD que vous avez un petit peu précipité d'après ce que. C'est même encore plus compliqué. Au départ, c'est une idée pour un scénario pour Franco Dragone, qu'on n'a pas eu le temps, en tout cas à ce jour, de mener à bien. C'est pour ça que l'idée, au départ, c'est une idée d'un cirque en Italie. On comprend pourquoi. On quitte jamais l'Italie avec vous. Non. Et puis, avec un des illustrateurs qui travaille avec Franco, Benjamin Cuvelier, j'ai dit on va développer un projet de bande dessinée qui est toujours là, d'ailleurs, qui va, j'espère, se réaliser un jour. Puis j'ai dit, écoute, là, j'ai un jeune éditeur, Xavier Van Warenberg, qui me demande un roman pour adolescents. J'ai cette idée-là. Je vais d'abord faire le roman et puis on fera la BD. Les éditions Caire qu'il faut saluer parce que c'est aussi un petit éditeur courageux. Ils en ont besoin par les temps qui courent. Un mot quand même sur ce livre. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui est muette depuis que sa mère est décédée. Son papa est maire du village. C'est un petit village. On est en 27-28 en Italie. Effectivement, on parlait du fascisme, Mussolini, etc. Et puis un cirque va arriver. Et plusieurs personnages qui vont un petit peu l'ouvrir. Oui, c'est ça. Donc c'est l'arrivée tout à fait improbable dans ce petit village qui est proche de Monte Chiaro d'ailleurs, d'un cirque. Ce cirque, c'est le cirque le plus minable qu'on puisse imaginer. Il y a un vieil éléphant, un vieux. C'est pas le cirque du soleil. Hein. C'est pas le cirque du soleil, non, c'est le cirque des étoiles. Un vieil éléphant, un vieux magicien et un gamin de 10 ans mais une fois que le chapiteau est monté, à l'intérieur de ce chapiteau, c'est un tout autre univers qui se déploie. Donc on est vraiment dans la féerie et la magie, et ça va permettre
permettre aussi d'ouvrir des portes et de débloquer ce drame personnel et collectif en même temps qui s'est joué autour de la mère de cette petite fille. Parce que ça, on l'a dit, c'est votre truc, effectivement, les individus dans un ensemble dans l'histoire collectif politique. Un mot quand même sur Franco Dragone. Je parlais tout à l'heure de Thomas Gunzig. On sait qu'il a bossé avec Jaco van der Maal pour des spectacles pour un film. Vous, c'est Franco Dragone. C'est important aussi pour les romanciers de s'approcher d'artistes, par exemple de cirque. C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le lien? Écoutez, c'est toujours une rencontre. Un coup de foudre. C'est une rencontre, une amitié qui s'est faite d'abord pas sur un spectacle de théâtre qu'il montait à Mons. C'était une adaptation d'Othello en 2007. Et depuis, on n'a pas arrêté de travailler ensemble. Il y a une vraie complicité qui s'est construite et qui se renforce d'année en année. Mais qu'est-ce que vous écrivez des spectacles? Expliquez-moi. Alors j'ai fait la dramaturgie des 2 derniers spectacles qu'il a créés, celui de Macao et celui de Wuhan en Chine, où il garde la main parce que le vrai créateur de ces spectacles, c'est Franco. Tous les concepteurs lui amènent énormément de choses, mais c'est lui qui les digère et qui les restitue sur un spectacle qui n'appartient vraiment qu'à lui. Et c'est une expérience extraordinaire parce que ce que ça m'a appris, c'est vraiment, je pense, c'est un des b.a.-ba du travail de romancier, c'est en dire le maximum avec le minimum. Et là, on touche vraiment aux limites du genre, c'est qu'on écrit des spectacles où on ne peut pas prononcer une seule parole. C'est raconter sans mots. Vous me volez ma question, mais mon idée c'était qu'est-ce qu'un romancier à avoir avec cet univers-là, effectivement, où il n'y a pas de mots. Voilà, donc on apprend à se taire et à dire beaucoup en se taisant. C'est dur pour vous, ça, parfois, non? Ah non, c'est vraiment jouissif. C'est vraiment un apprentissage que j'ai énormément appris et je pense que ça permet de mieux raconter, d'être plus efficace. Franco Dragone. Et un dernier mot, on parlait de l'Italie, mais sur Vivaldi, vous avez enchanté mon été avec une émission, je vous encourage à les retrouver, c'est sur Musique 3, je crois, autour de Vivaldi. Thierry. Vous avez une connaissance de Vivaldi. C'était passionnant. Ça vient d'où cette passion pour Vivaldi? Il y avait Requiem vénitien aussi que vous aviez écrit. D'abord, c'est la passion pour la musique, pour Venise. Transmise par votre papa, je crois. Oui, et Venise, c'est ma ville. C'est une ville où j'ai envie de vivre, c'est Venise. Ah oui? Et la musique de Vivaldi est fabuleuse. Et donc, j'ai 2 projets sur Vivaldi. J'ai une pièce de théâtre qui est en train de se mettre en place. Tous les ingrédients ça devrait voir le jour en 2017. Et aussi un roman sur Vivaldi où j'essaye d'être le plus proche de la musique, d'avoir une écriture la plus musicale possible sur un personnage qui est absolument fabuleux. Vivaldi est un personnage fabuleux parce qu'il est multiple, il est complexe et il est très contemporain. Et à découvrir, parce qu'il n'y a pas que les 4 saisons bien sûr. qu'on nous refile dans les attentes de téléphone. Mais qui sont magnifiques quand même, il n'y a vraiment pas que ça. Un dernier mot sur votre coup de cœur, vous en avez déjà parlé, mais on voit sa photo, c'est Alain Mabankou. Vous avez dit que c'est un écrivain idéal, engagé. C'est ça qui vous intéresse chez lui, pour le dire court? Oui, il est engagé et c'est un grand écrivain. Donc il combine à la fois ce regard sur le monde, cette implication dans le monde et une qualité de l'imagination et de l'écriture. Allez, il faut se précipiter sur Alain Mabankou. Est-ce que vous êtes un écrivain engagé ou à votre façon? J'essaye, oui. Dernière question, ultime question, est-ce que vous pourriez écrire sur la Belgique ou quelque chose qui se passe chez nous? Vous l'avez déjà fait, mais... Oui, je pourrais, oui, si vraiment le besoin s'en faisait sentir. C'est trop proche peut-être ou Non, c'est pas que c'est trop proche, c'est que je pense que j'ai pas trouvé en Belgique encore, je me trompe peut-être, mais c'est ma sensibilité, de sujets qui puissent me permettre de me dépasser. Me raconter ne m'intéresse pas beaucoup, mais me dépasser, oui. Et aller toucher à ce qui nous rapproche tous, qu'on soit chinois ou argentin ou belge. Allez, on sera attentif à votre actualité, y compris théâtrale, puisque vous nous avez annoncé un Vivaldi. Vous voyez que vous êtes partout, un petit peu aussi. Vincent Engel, Et dans la forêt, j'ai vu. Et dans la forêt, j'ai vu, c'est un roman pour enfants, adolescents, même pour adultes. On ne doit pas le lire en cachette quand on a plus de 20 ans. Et c'est aux éditions Caire. Merci beaucoup, Vincent Engel, d'être passé chez nous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve mardi.